Ah, Orlando, une destination de rêve pour les fans de parcs du monde entier. Tant de parcs emblématiques dans la même région, c'est génial. Pas de chance pour nous, c'est à 7000 km de la France. Alors c'est sûr que lorsqu'on n'est jamais allé aussi loin, ça peut faire peur et coûter très cher. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons qu'on l'a pas fait plus tôt. Mais en décembre 2022, lorsque nous recherchions notre prochaine destination pour 2023, on s'est dit, et pourquoi pas maintenant ? Mais avant de partir, il faut tout préparer et ça peut vite devenir un casse-tête. Beaucoup d'amis nous ont demandé des conseils pour faire ces parcs après notre retour, du coup on s'est dit qu'on allait en faire une vidéo. Dans celle-ci, vous aurez donc tous les détails de l'organisation de notre voyage, avec prix, astuces, etc. En espérant que ça aidera certaines personnes à construire leur propre trip et à partir à la découverte de ces parcs légendaires. Pour notre part, on avait uniquement le choix entre janvier, février et mars. Après, on n'aurait pas pu. Comme on s'y est déjà pris très tard, on a préféré faire ça en mars. Au niveau de l'affluence, ça allait. Sur la fin de notre séjour, il y avait un peu plus de monde dans les parcs à cause du spring break, mais c'était que quelques grosses journées sur tout le séjour. En règle générale, la seule période à absolument éviter pour la Floride, c'est l'été. De fin juin à début septembre. Premièrement parce que c'est la saison des tempêtes et la météo risque de gâcher votre séjour. Et deuxièmement parce que l'avion coûte beaucoup plus cher en été vu que c'est les grandes vacances. Je vous conseille aussi d'éviter les périodes de fêtes, genre Noël, Pâques, etc. Bref, ça c'est comme chez nous, les parcs qui sont blindés, laisse tomber. En dehors de ça, il fait beau quasiment toute l'année là-bas. Vous pouvez y aller en hiver sans aucun problème, les parcs ils ont pas de trêve hivernale là-bas. Janvier est d'ailleurs une très bonne option si vous voulez profiter des parcs avec pas trop de monde. Bref, nous on s'y est pris un peu à la dernière minute, du coup c'était pas un choix très réfléchi, mais si vraiment vous avez le temps un an à l'avance ou quoi, pour voir avec vos disponibilités, vos congés, etc. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Maintenant qu'on a plus ou moins décidé de quand y aller, on va voir ensemble pour l'avion. Alors pour l'avion, on a pris la compagnie American Airlines depuis Paris-Charles de Gaulle. On en a eu pour environ 590 € aller-retour par personne avec chacun un bagage en soute. À l'aller comme au retour, on a eu une escale à Miami. Pour aller à Orlando, vous aurez toujours une escale, que ce soit à Philadelphie ou Miami ou même Atlanta. Les vols directs pour Orlando depuis la France, je sais même pas si ça existe. Alors pour choisir le vol, on a tout simplement utilisé un comparateur en essayant toutes les dates pour trouver le moins cher. Et pour payer vos vols un peu moins cher, vous pouvez aussi utiliser un VPN avec une IP américaine. Bon nous on l'a pas fait parce que on savait pas qu'on pouvait le faire et de toute façon on n'a même pas de VPN. Bon, maintenant que l'avion c'est fait, place à l'hébergement. Alors là, on arrive sur le point sur lequel on a fait le plus d'économies. Concrètement, le but c'était d'être dans les parcs du matin au soir, donc on n'avait pas besoin d'un hôtel très luxueux ou quoi, vu qu'on n'en profiterait même pas au final. Surtout qu'on est parti sur un séjour assez long, 3 semaines, ça fait quand même 21 nuits en tout qu'on a passé là-bas. Dans un hôtel de parc, ça aurait multiplié le budget par 5 facilement. Donc la meilleure solution pour nous, ça a été de prendre un hôtel sur International Drive. Donc International Drive, c'est la grande rue touristique de la ville où il y a plein de Starflyer et de Freefall partout. Vous avez vraiment tout à proximité, des magasins, toutes les grandes chaînes de restaurants américaines, plein de complexes de loisirs, les transports en commun, bref, c'est super bien situé. Je vous conseille le Rosen Inn International parce que franchement, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. On en a eu environ pour 70 $ la nuit, donc 1500 le tout, donc franchement ça va. Après, c'est vrai qu'on aurait quand même voulu tester 1 ou 2 hôtels de parc, mais ça on le fera sûrement quand on reviendra dans des séjours un peu plus courts. Là, le but c'était vraiment de faire un gros séjour pour pouvoir profiter à fond de chaque parc et les découvrir dans leur entièreté, quoi. Après, International Drive, c'est aussi un endroit à pas rater à Orlando parce que c'est là où il y a toutes les activités nocturnes. En fait, c'est sympa de s'y balader après une journée de parc ou quoi, si vous n'êtes pas trop fatigué évidemment. Pour les plus courageux, on peut même aller à Universal à pied depuis International Drive, mais je vous conseille pas de le faire. En vrai, il y a plein de transports et c'est ce qu'on va voir maintenant. International Drive est desservi par plusieurs lignes du réseau de bus Lynx. Il existe une carte Lynx qui coûte 21 $ et qui vous permet de voyager en illimité dans Orlando pendant une semaine. Si vous voulez payer à l'unité, un trajet unique coûte 2 $. Avec ça, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez dans la ville.
Par exemple, pour aller à SeaWorld, vous en avez à peu près pour 25 minutes de bus en prenant la ligne 8. Pour Universal, en prenant la ligne 38, vous en avez pour à peu près 10 minutes. Mais le problème avec cette ligne, c'est que le bus il passe pas aussi souvent que les autres lignes. Sinon, petit conseil, si votre bus met vraiment beaucoup trop de temps pour venir, vous pouvez marcher jusqu'aux hôtels du parc et prendre directement la navette de l'hôtel. Comme ça, vous arriverez quand même assez vite que si vous y allez à pied. Pour aller à Busch Garden Tampa, qui est du coup le seul parc éloigné d'Orlando, vous avez une navette gratuite qu'il faut réserver en ligne. Vous pouvez la prendre à Icon Park qui est aussi sur International Drive. Le plus compliqué au final c'est Disney World. Enfin compliqué non, c'est juste que ça fait grimper la facture. On peut y aller en bus mais ça prend 45 minutes et ça nous dépose qu'à Disney Springs. Et depuis Disney Springs, il faut utiliser les transports du resort pour aller dans le parc qu'on souhaite. Alors pour les matins, on va pas vous mentir, on a pris des VTC. Comme on voulait être là au Rope Drop, on n'avait pas le courage de faire 1h15 de trajet. En général, un Uber ou un Lyft de International Drive jusqu'à Disney World, ça coûte $20. Pour les soirs, on a parfois pris les transports, voire des VTC. Et si vous voulez faire les fun spots, on peut aussi y aller très facilement avec les réseaux de bus. En bref, si vous allez à Orlando pour les parcs, contrairement aux autres destinations américaines, louer une voiture n'est absolument pas nécessaire, tout est très proche et accessible. Je dirais que sur tout le séjour, nous en avons eu pour environ 400 € de budget de transport. Bon, maintenant passons au sujet qui nous intéresse le plus, les parcs. Pour Universal, déjà, on a pris des passes annuelles, plus précisément les Preferred Pass, c'est le 3e step des 4 passes qu'ils proposent. On a fait 9 visites à Universal, donc ils ont été largement rentabilisés. Ces passes nous permettaient de rentrer 1 heure avant l'ouverture, en même temps que les guests des hôtels. Donc nous, on les a utilisés surtout pour Chain Ride Velocicoaster avant l'arrivée de la foule, quoi. On avait aussi 15% de réduction sur tout le merch et la nourriture là-bas, donc c'était bien pratique aussi ça. L'idée c'était vraiment que ça devienne notre home park pour le mois quoi, et qu'on puisse vraiment y aller quand on voulait. Parfois on y allait même que des demi-journées et puis après on enchaînait avec les fun spots. Donc ça déjà ça nous a coûté 550 par personne. Je pense qu'à partir de 5 jours de visite on peut envisager un pass annuel. En dessous je pense que des entrées c'est quand même plus rentable. À ça on a encore ajouté une entrée Volcano Bay chacun parce que c'était pas compris dans nos passes. Alors oui c'est des passes annuelles qui restent assez chères. Mais vu la qualité des deux parcs, ça les vaut largement. À côté, t'as Disneyland Paris qui font des passes à 700 balles pour aller faire Flight Force. Et en parlant de Disney, on va passer à Walt Disney World. Donc pour Disney World, on est passé par la version irlandaise de leur boutique. En fait, il faut savoir que sur cette version, il y a une offre à 615 € les 7 jours plus parc, avec le photopass offert, le parc hopper, donc le fait de pouvoir changer de parc en cours de journée, et une carte cadeau de 50 $ à dépenser dans le resort. L'offre elle est toujours disponible mais il n'y a plus la carte cadeau. C'est une astuce qu'on a connue grâce à la chaîne Les Vlogs de Ninou donc on tenait à le remercier. On a utilisé seulement 8 jours sur les 14 mais pour le prix et ce qui était inclus c'était largement rentabilisé au final par rapport aux entre-journées. Maintenant pour SeaWorld et Busch Garden. Oui on les met ensemble parce que c'est le même groupe et c'est bien plus rentable de prendre les billets groupés. En fait sur leur site ils font régulièrement des offres. Là on a profité des offres de fin d'année où c'était 120 $ pour 2 jours de parc plus les repas de midi offerts. Donc une journée Busch Garden, une journée SeaWorld. Pour ces parcs, il faut vraiment acheter les billets à l'avance et grouper parce que sur place, c'est 130 $ la journée. D'ailleurs, sur place, j'étais choqué de voir qu'il y avait 5 $ de différence entre l'entrée journée et le pass annuel. Donc normalement, si vous vous y prenez à l'avance, vous n'allez pas payer ce prix-là parce qu'ils font tout le temps des offres sur leur site. Après, il reste les fun spots. Donc pour eux, il n'y a pas besoin de se réserver des journées entières. Je vous conseille de venir en soirée, juste de payer les crédits qui vous intéressent à l'unité. Ou bien il y a un tarif après 21 h pour les limités qui est beaucoup moins cher. On en a eu pour 60 par personne pour faire les deux je dirais, c'est quand même cher, ça fait mal pour se faire maltraiter dans Mindblower. Voilà, c'est à peu près tout pour les parcs. C'est clairement la partie du séjour qui a fait le plus mal au porte-monnaie, en même temps on n'a pas choisi la passion la moins coûteuse du monde quoi. Après c'est un budget qui peut être nettement réduit en faisant moins de jours par parc. Par exemple Walt Disney World en 4-5 jours c'est fait et Universal en 2 jours. En fait, on a fait exprès de prévoir trop de jours pour être sûr de tout faire. Et c'est ce qu'on a fait, sauf dans un parc. Et vous verrez dans la vidéo qui lui sera dédiée, c'est pas vraiment de notre faute. En plus de tout ça, il y a encore quelques dépenses importantes à prévoir avant le départ. Avant de votre voyage, il y a un point à ne surtout pas négliger, c'est l'assurance. Parce qu'aux USA, le prix des soins est exorbitant.
Et évidemment, votre assurance maladie, elle vous sera d'aucune utilité, donc il vous faut une assurance. C'est vraiment au cas où il arrive quelque chose là-bas. Nous, on a choisi Chapka Assurance, et ça nous a rajouté environ 80 € par personne pour les 3 semaines. Et si votre forfait mobile ne fonctionne pas à l'international, on vous conseille de regarder pour une carte SIM 4G illimitée. Nous, on en a pris une, elle était à 70 € le mois. Bon, c'est pas forcément donné, du coup, on n'a pris qu'une seule pour 2, et c'était quand même vachement utile. Bon, maintenant, accrochez-vous, on va passer aux calculs finaux. Du coup, pour de l'avion, nous est revenu à 1180 € aller-retour. Pour l'hôtel, on en a eu pour 1500 €. Les transports, 400 €. Les parcs, 2730 €. Pour les autres dépenses, comme la carte SIM, les assurances, les stars, il y en a pour à peu près 230 €, ce qui revient à 6040 € pour 2 personnes, donc 3020 € par personne. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ça fait beaucoup là, non? Sans compter évidemment les dépenses sur place. Bah ouais, évidemment, à ça il faut ajouter la nourriture, les souvenirs, mais après ça dépend de chacun, donc on n'a pas jugé bon de l'intégrer. 3000 € ça reste une très grosse somme, mais pour un séjour de 3 semaines dans des parcs floridiens, c'est franchement pas exorbitant. Nous on a voulu faire un long séjour pour pouvoir tout découvrir sans stress, mais vous pouvez très bien faire plus compact. Universal par exemple, en vrai, en 1 ou 2 jours vous avez vraiment tout fait. Si nous on a fait 9 jours, c'est vraiment parce que c'était le resort de nos rêves. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Salut!